te raccroches aux branches. Et les branches, c'est la formation. Les branches, c'est l'entraînement. Bienvenue dans notre podcast United We Conquer by Pearl. Nous allons continuer à explorer des séquences de la carrière et de la vie de Stéphane Le Bihan, commando marine, nageur de combat. Dans cet épisode, nous nous situons donc en 1991. Stéphane a déjà quelques années de marine. Il a été déployé pour la guerre du Golfe aux Émirats Arabes Unis et il va regarder cette guerre de loin, avec une petite frustration de ne pas y avoir participé, ce sentiment de peut-être avoir été déployé pour rien. Et évidemment, les choses, comme toujours, ne se passent pas comme prévu. La frustration de ne pas avoir servi pour cette guerre, en fait, va déboucher sur toute autre chose, puisqu'il y a une révolution qui va se produire en Somalie, et qu'il va falloir évacuer des diplomates qui se retrouvent coincés au milieu de cette révolution qui, évidemment, ne se passe pas sans coup de bouleversement. On tirera à la suite de cette petite séquence quelques fils qui nous ramènent à des choses plus générales, et on va voir déjà la notion d'incertitude, la notion d'entraînement, le fait que on doit s'attendre en permanence à ce que les choses ne se passent pas comme prévu. Ça vous rappelle sans doute bien des choses. Je vous souhaite une très bonne écoute. Il y a eu la révolution en Somalie et du coup on a dû aller récupérer le corps diplomatique français. On rentrait du Golfe, on rentrait sur Djibouti, donc on a fini notre mission on avait fait 2 mois et demi, 3 mois de contrôle d'embargo dans le Golfe. Là. Ouais, sur un bateau, sur la mode piqué. Ouais. Et du coup on rentrait à Djibouti pour débarquer et être remplacé par une autre équipe. Et sur le transit retour, on a été détourné vers Mogadiscio pour aller récupérer on a récupéré 18, donc le consul, l'ambassadeur français, et puis la délégation française et djiboutienne on a récupéré. Donc là c'était sympa parce que ça a canardé un peu, on a passé la journée à se faire canarder, à évacuer les gens, on a fait ça à la française, donc 6 commandos marines, un Zodiac, voilà, on a bitché, bon alors là il n'y a pas de drone, il n'y a rien, il n'y a pas d'image satellite, il n'y a que dalle, on bitche sur la plage, on trouve la maison, on commence à traverser, on se fait rafaler sur la plage, et puis on rembarque tout le monde, donc on fait faire des noriades de Zodiac, quoi. Donc pour évacuer 18 personnes. Ouais. Après, comme ça craignait un peu, ils nous ont renforcé avec la brigade de protection, donc ils ont renvoyé un deuxième Zodiac de l'ABP. Parce qu'il n'y avait que 6 commandos à bord d'un autre piqué, en fait. Ouais. C'était une équipe. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, nous, on était une équipe pour faire le contrôle d'embargo. Et par exemple, donc toi, dans cette équipe, tu es second maître? Non, je suis chouche à l'époque. T'es encore chouche? Ouais. Donc, et je suis radio. Parce que c'est l'équipe commandement. Donc c'est quoi, en fait, comme grade? Comme c'était, en fait, ils nous ont envoyé, on est basé à Djibouti. Et puis, chaque escouade, donc une escouade c'est 18 mecs, est tasquée sur une mission de contrôle d'embargo, chacune à leur tour. Donc nous, quand la mission tombe, il y a 3 bateaux à armer. Et donc une escouade c'est composée de la voltige, donc c'est ceux qui vont devant, grosso modo, il y a 6 mecs qui font voltige, 6 mecs qui font commandement, donc le chef d'escouade, le radio, et puis 4 mecs, et l'appui. L'appui, avec la journée escouade, de l'appui, ils ont un binôme FM, un binôme lance-rack, puis un autre que je sais pas comment, bref, et puis un autre binôme. Voilà. Et donc du coup, chaque équipe prend son bateau. Et moi, comme je suis radio, je suis au commandement. Donc moi, je porte la radio, j'ai le pétré sur le dos à 24 là. Et du coup, comme c'est le commandement, le CIPAL choisit le meilleur bateau, il nous envoie sur la mode piqué. On se tape le Golfe pendant que les autres se tapent Suez. Et, et du coup, le hasard fait que. Et donc le chef, si ça avait été une autre équipe, ça aurait été un autre grade. Là, en l'occurrence, c'est le chef d'escouade, c'est un maître principal. Un maître principal. Ouais, voilà. Un maître principal, un second maître, un chouche et 3 BE. 3 jeunes qui sortent du sage-co. Et donc, visiblement, tu retiens un certain nombre de choses, comme cette mission, tu retiens, visiblement, on peut faire beaucoup de choses, et même avec seulement 6 mecs, même avec... avec 6 mecs, alors ils nous avaient demandé, parce qu'il y avait le reste du commando qui arrivait, et c'était un peu la panique, donc il y avait le reste du commando qui arrivait de Djibouti sur le Jules Verne, donc le commando au complet, mais le problème c'est que, donc on reste un jour ou deux devant Mogadiscio à faire des ronds dans l'eau, et un matin, on voit 4 ou 5 6 Stallions qui nous passent au-dessus. Les gros hélicoptères. Et là, les gros hélicoptères des Marines, ça. Et là, en fait, il y a un porte-hélicoptère américain qui est au large. Ils font débarquer 120 Marines d'un seul coup pour sécuriser leur zone. Et ils disent, on reste la journée. Tous ceux qui veulent évacuer, c'est maintenant. Après, on reviendra plus. Parce qu'ils ont quand même une guerre du Golfe à préparer. Alors,
quand même au mois de décembre ou janvier. Non, on est en janvier, je sais plus. Ouais, on est en janvier. C'est à quelques jours près, là. C'est à quelques jours de l'assaut. Donc ils disent, nous on reste 24 heures, ceux qui veulent embarquer, vous embarquez, et puis voilà. Et du coup, de ce que j'ai compris, parce que moi je suis du tour de l'échelle, de ce que j'ai compris, il y a les Français qui disent, bah ok, alors qu'ils ont la villa de l'ambassadeur, la résidence de l'ambassadeur, pas l'ambassadeur, la résidence de l'ambassadeur où ils sont, donne sur la plage. Et ils disent, bah on va prendre le risque de traverser toute la ville, qui est un feu à sang, là par contre, pour aller à l'ambassade américaine, là où l'évacuation a lieu. Bon, bah, donc du coup, ils nous disent, bon, bah, non, on a quand même un bateau français qui fait des randonnées depuis 2 jours, il y a des mecs à bord, et il nous dit, je me souviens que le CIPAL nous a dit, bon, est-ce que vous voulez y aller? On a encore le choix, est-ce qu'on attend Trépel demain, ou est-ce que vous voulez y aller? Bah non, on y va, bien sûr qu'on y va. Le maître principal a posé cette question. Ouais, à nous. Hein. Ouais. Donc je sais pas si l'état-major lui a demandé de nous poser la question ou pas. Mais en tout cas, je me souviens qu'il nous a demandé, est-ce que vous voulez y aller, ou est-ce qu'on attend Trépel demain? Bah non, on y va quand même, on est là pour ça. Donc on a débarqué à 6 là, et puis on a fait le taf. Et... Je suis étonné d'entendre qu'il a posé la question comme ça. À nous, il nous a posé la question. Je sais pas si ça aurait eu une quelconque incidence, qu'on dise non ou pas. Mais en tout cas, tout le monde a dit oui, évidemment. On était, il fallait y aller quand même. Ah ouais, mais il fallait sans doute y aller. Peut-être qu'il y avait des ordres pour ça, ou peut-être qu'effectivement il y avait des ordres qui disaient, qui étaient peut-être un petit peu dubitatifs, en disant bon, il y a des renforts qui arrivent demain. Ah oui, bah il y avait de quoi être dubitatif. Entre envoyer un Zodiac avec 6 mecs et envoyer un commando complet. Mais bon, voilà, donc ça s'est bien passé. Finalement, on s'est bien marré, ça a été le baptême du feu. Et puis voilà quoi. Et tu disais donc ça tirait un peu à droite à gauche. Est-ce que vous étiez carrément pris à partie? Ouais, on a été pris à partie. Ouais, on a été pris à partie par un tireur. Et c'est pas comme des coups de feu qu'on entend au loin. Non. Alors c'était dans ta direction. Ouais. Alors déjà en ville, puis ça on l'a revécu après, mais en ville les coups de feu on sait jamais d'où ils viennent, parce que c'est vachement cloisonné et ça résonne beaucoup. Ouais. Et autant on peut y avoir un mec qui tire derrière un mur, il sait même pas que vous êtes là. Parce qu'en fait, il tire sur un auto-objectif, mais vous, là, il a une distance de 20 mètres par rapport à nous, mais il tire pas du tout dans notre direction, et il représente aucun danger pour nous. Ouais. Mais ça claque dans tous les sens en ville. Et puis là, c'est la version, ça tire à l'arme lourde et tout, hein. Il se tire au canon, au mortier, il y a tout qui pète en ville, à ce moment-là. Donc, c'est un peu le bordel. Et finalement, ouais, on a été pris à partie par un mec, ouais, je pense qu'il y avait un PKM, et donc, il nous prend un parti à 200 mètres, il est au loin là, il nous prend un parti à 200 mètres, et je me souviens que moi à un moment je faisais traverser la consul, qui était une vieille dame, et j'ai l'amené sur un Zodiac, et j'ai dû, on a été pris à partie, il y a eu des rafales dans le sable là, et du coup on s'est couché, je me suis couché sur la consul, bon on n'a pas de gilet pare-balles, hein, donc on est en short, veste, et puis bon ça servira ou pas, tu vois, et puis une fois qu'il a arrêté de rafaler, on a couru au Zodiac, et puis le Zodiac est parti avec elle, mais ouais, c'était sympa. C'était complètement amateur, complètement improvisé, mais c'était vachement sympa. Et est-ce que, a posteriori, tu t'es dit, je sais comment je réagis quand on me tire dessus, quoi. Est-ce que c'est une réflexion que tu t'es faite ou pas? Ouais, alors c'est pas, je sais comment je réagis, c'est, la réflexion, c'est en fait, tu te raccroches aux branches. Et les branches, c'est la formation. Les branches, c'est l'entraînement. Moi, ça a été mon premier truc. Ça a été mon premier tic, après trooping contact, ça a été mon baptême du feu. Et là, on se dit, putain, parce qu'on est que 6, il y a un maître principal, il y a un second maître, moi je suis chouf, et il y a 3 mecs qui sortent du stage copé, avec nous, et il y en a pas un qui dérape, et en fait, on se raccroche aux branches, on se raccroche à l'entraînement. C'est uniquement ça. Tout le monde sait bien, il y en a juste un DBE, là, avec le second maître, qui sont restés sur un rond-point, putain, ils se sont fait rafaler pendant 1 heure ou 2, quand même. Tout le monde est resté zen, tout le monde est resté cool, moi, à un moment, j'étais dans la cour, et puis on dit, ouais, il y a qu'à le traiter, le mec. Donc moi, je monte sur le toit pour essayer de le traiter. Mais en fait, il était, je savais où il était à peu près, mais il y avait un arbre entre nous. Enfin, grosso modo, le mec est à 150 mètres, puis il y a une haie d'arbre à 50 mètres, donc je le vois pas. Donc je me suis dit, bon, je veux pas rajouter du bordel au bordel. Donc je tire pas, ça sert à rien, on va pas lâcher des rafales pour rien. Et donc je redescends, je dis, bah non, il n'y a pas moyen de le traiter. Enfin, voilà. Tout le monde a été, je pense que tout le monde s'est comporté proprement. Et en fait, on se raccroche aux branches, quoi. Bah, c'est du perroquet, de machin, on se déplace en perroquet, on fait plaquage au sol, on se poste, enfin, et ça, y a rien qui prépare à part l'entraînement. Quand tu reçois l'ordre du chef, du maître principal qui te dit d'aller traiter le gars qui vous tire dessus, et que tu analyses la situation, tu vois que finalement ça servira à rien. Bah ouais. Mais ça, c'est aussi entraînement. Bah ouais, je pense, ouais. Enfin, en tout cas, c'est. Puis il y a la mise en situation aussi. On va pas, c'est déjà le bordel, on va pas en rajouter. Ouais. En fait. Et puis le mec, il y a un moment, parce que on n'est pas pris à partie par un groupe, hein. On est pris à partie par un mec ou un binôme.
Ouais, ils vont pas passer la journée là, il y a un moment, ils auront plus de munitions, tu vois. Donc c'est pas la peine de s'exciter, il y a qu'à attendre un peu. Plutôt que de tirer comme un abruti dans tous les sens, et là, c'est le coup qui rappelle des potes, et on va se retrouver avec, avec 3 ou 4 pick-up, et là, on va faire le Faucon Noir, quoi, mais sans hélicoptère, ça va être intéressant comme manip. T'as quel âge, là, quand à ce moment-là? Ah, bah, je suis chouche, hein, attention, je suis un gardé, moi. Oui, mais jeune, Bah, 91, ouais, je sais pas, j'ai 23 ans. donc, Mais j'ai déjà 3 ans de commando, ouais, 2-3 ans de commando. Mais pas forcément dans une situation identique. Donc il y Non. a l'entraînement, certes, mais il y a une capacité d'appréciation, de prise d'initiative quand même. Donc tu sais que tu prends la bonne décision à ce moment-là de ne pas tirer sur le type, même si effectivement le maître principal au départ t'avait dit en fait. Ouais, il y a qu'à le traiter, ouais. Ouais. Oui, mais après je redescends, je lui dis, bah je peux pas le traiter, machin. S'il me dit remonte et puis lâche des rafales dans les arbres, bah je remonte et je lâche des rafales dans les arbres. Mais le but du jeu, c'est pas de lâcher des rafales dans les arbres. Pas hésiter, enfin, je veux dire, Non. Et c'est un maître principal qui était marquant en fait au point de vue personnalité, c'était non, je t'en souviens pas. Si, non, c'était le chef. D'accord. Mais en tout cas, il avait réussi à faire en sorte que tu te sentes assez à l'aise pour prendre ce genre de décision, quoi, Ouais, mais ça il faut. T'interprètes, quoi. Non, mais ça c'est ouais, c'est pas facile l'embarquement au commando pour les jeunes. Ils sont assez traumatisés et tout. Bon après moi déjà je suis dans ma 2e affectation donc ça va mieux. Mais ça je l'ai revécu en 2011 donc 20 ans après où j'ai donné un ordre à un TE de tirer, un tireur d'élite de tirer et pourtant on avait déjà tiqué ensemble hein, donc il y avait pas de souci. Et le mec je le sentis ronchonne machin et tout puis à un moment je dis bon ça, tu tires ou pas il dit ah putain je risque de toucher un gamin. On avait une bonne cible, hein. Il dit, ah putain, je suis pas sûr, je risque de toucher un gamin. J'ai dit, bah tire pas alors. Et le gars me l'a dit, mais c'est pas, enfin ça c'est, tu vois, 20 ans après c'est la même chose quoi. Le mec s'il tire, s'il peut tirer, si c'est efficace, s'il est sûr de lui, ça sert à rien de tirer comme un abruti. Et en fait ça c'est boutique, je pense que c'est un des tampons cocoy quoi. Oui, et en tous les cas par rapport à ce qu'on peut voir dans les films, etc., où en général c'est l'ordre c'est l'ordre. Non, c'est pas du tout le cas, non, pas, moi j'ai jamais connu ça en commando. Et on fait appel un petit peu à l'intelligence. Non, alors, attention, c'est pas l'anarchie non plus. Hein. Ouais. Mais je pense que moi, le temps qu'on passe à discuter avec les mecs, c'est pas du temps perdu, jamais. En plus, un mec qui risque sa peau, il a le droit de dire comment il a envie de la risquer. Je pense, hein. c'est la moindre des choses. Et plus on... Sans être démagogue, quoi. Mais discuter avec les gens, ça permet de mettre de l'huile. Et en fait, on oppose tout le temps le commandement participatif et le commandement directif. Mais en fait, il faut pas les opposer, il y a les deux. Le participatif, c'est le quotidien. Après, quand on est au combat, bah évidemment, quand on dit tu bouges, il bouge. Parce que c'est toute la coordination de l'ensemble qui est... C'est un balai, hein, le combat. Il y en a un qui appuie, l'autre qui se déplace, l'autre qui machin et tout. Et s'il y en a un qui appuie pendant que l'autre se déplace pas, on a perdu du temps, des munitions, etc. Mais pour que tout ça, ça fonctionne bien, il faut le driller, et il faut que les gens soient convaincus. Soit convaincu de l'intelligence de situation du chef, que le chef soit convaincu de la réactivité de ses mecs, etc., etc. Et ça, c'est l'entraînement et c'est les discussions. Moi, boire une bière au comptoir, déjà, j'en ai pas bu qu'une, avec les mecs, et j'ai jamais considéré que c'était du temps perdu. Ouais, à la 10e, 12e, ça commence à être du temps perdu. Mais bon, comme on est tous dans le même état, c'est pas grave. Mais non, ça fait partie, moi je considère que ça fait partie du boulot. Ouais, on a parlé juste de la Somalie. Donc avant, cette expérience un peu particulière où finalement c'est la première fois où tu te retrouves à te faire tirer dessus. Ouais. Tu t'aperçois que tu réagis plutôt bien. Que tout le monde réagit bien. Tout le monde réagit bien grâce à l'entraînement. Chose qui est extrêmement importante et qui revient souvent, mais et qui montre qu'effectivement cet entraînement il est bien fait, il est solide. Ben, il faut qu'il le soit. Je vous propose maintenant de tirer quelques fils de cet épisode et d'élargir un peu le scope à travers 4 fils, 4 points. Le premier, c'est que la mission, le projet, ne se passe jamais exactement comme c'est prévu. Il faut donc être prêt à ce type de changement. C'est ce que disait le général von Moltke, c'est ce que dit aussi Mike Tyson, chacun à leur manière. Le plan ne tient que jusqu'au premier coup de feu ou jusqu'au premier uppercut. C'est la formation et l'entraînement qui permettent de créer des gestes réflexes. La connaissance mutuelle au sein de l'équipe lui permet également d'être plus réactive et plus agile. Deuxième fil,
l'adhésion des membres de l'équipe au projet est une garantie supplémentaire du succès. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais là, on voit sur la plage de Mogadiscio comment le chef a l'adhésion de son équipe. Il n'y a rien de pire que de partir avec des personnes qui ne sont pas d'accord ou qui n'ont pas apprécié de ne pas être consultées. Et là, lorsqu'il s'agit de risquer sa vie, ou lorsqu'il s'agit de risquer sa réputation, lorsqu'il y a des forts enjeux, mieux vaut avoir une équipe qui adhère. Troisième enseignement, de petites équipes entraînées et cohésives sont la clé même des opérations spéciales. Mais des opérations spéciales militaires, mais on peut aussi trouver des projets spéciaux dans bien des domaines. Et donc ces équipes démontrent qu'il est possible d'atteindre des effets stratégiques avec des effectifs réduits à partir du moment où ces personnes sont entraînées, sont motivées et qu'elles sont bien formées. Quatrième enseignement, c'est celui de la responsabilité de chaque membre de l'équipe, et ce qui permet d'avoir en fait avec des membres qui sont encore une fois bien formés, qui ont le sens de la responsabilité, eh bien ça va permettre de limiter les risques. On a là une équipe qui est sur la plage avec son chef qui a bien compris la mission, qui a bien compris les enjeux et qui va en fait éviter de répliquer à des tirs qui sont assez lointains et assez imprécis, et il va éviter de donner à cette situation un tour beaucoup plus grave qui aurait eu des conséquences pour son équipe, probablement pour les diplomates français qui devaient être évacués, donc c'était la fin de la mission, mais peut-être même pour l'image de la France. Donc il a parfaitement conscience en fait que il y a plusieurs points de vue. Il y a celui qui est tactique sur la plage, mais il y a aussi, et il doit le prendre en compte, des choses qui sont beaucoup plus stratégiques, et ça c'est aussi la force des opérations spéciales où jusqu'au plus bas niveau entre guillemets, les gens ont conscience de l'importance de la mission et donc de leur marge de manœuvre, de ce qu'ils peuvent faire. Donc on voit ici que ça c'est possible uniquement lorsqu'il y a une forme une chaîne de confiance qui existe, qui va du plus haut sommet en fait des chefs jusqu'aux gens sur le terrain et vice versa. On aura sans doute l'occasion de revenir sur ces différents points car ce sont des fondamentaux qu'on explorera au fur et à mesure des entretiens qu'on aura à l'avenir. À très bientôt.